Et ce matin, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous, Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de prendre la température chez vous, chez les Insoumis, en cette rentrée, quelques questions d'actualité. Premières annonces du Premier ministre hier au Grenelle contre les violences faites aux femmes. 1000 places d'hébergement en plus, des procureurs référents spécialisés, la possibilité de déposer plainte à l'hôpital. Ces premières mesures vont-elles dans le bon sens ? Alors, je me fais le porte-voix de ce que disent des associations sur le terrain, notamment qui interviennent contre les violences faites aux femmes, que c'est nettement insuffisant. Mais d'abord, avant de parler de moyens, c'est une cause importante. Je voudrais insister là-dessus. Vous savez, tout le monde sait les désaccords que j'ai avec ce gouvernement, mais il est bon qu'on parle de ça, qu'on mette ça dans l'actualité. Le nombre de crimes qui sont faits aux femmes est incroyable. Il y a même une singularité française. En 2018, c'était 123 femmes qui avaient été assassinées par leur conjoint, mari, etc. Et là, on en est au 3 septembre à 101. Et si ces statistiques se projettent jusqu'à la fin de l'année, on aura même encore plus de morts que l'année précédente. Donc il y a un problème culturel, j'ai envie de dire, auquel tout le monde doit... Donc c'est bien d'en parler, c'est bien voilà, moi, de convoquer les je commence par là, parce que j'ai un désaccord après, mais je veux dire, c'est important. Après, le problème, c'est que le gouvernement qui fait beaucoup de com, il va en faire une grande cause, il ne faut pas que ça termine dans une petite causerie de communication, voire même des effets qui sont concrètement sur le terrain. 5 millions, par exemple, qui sont annoncés, c'est 50 000 euros par département. Et ce que nous disent les spécialistes, c'est au mieux l'ouverture d'une permanence sans aucun moyen, sans personne dedans, ce qui est nettement insuffisant. Voilà, j'ai vu que le Premier ministre dit qu'il veut faire des expériences au tribunal de Créteil. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je connais Bobigny. Je veux dire, la situation, elle est intolérable. Ne serait-ce que de pouvoir divorcer. Pourquoi c'est important de divorcer ? Parce que moi, je vois après, souvent des femmes viennent me voir dans mes permanences. Pour avoir accès à un logement, il faut que le divorce soit nettement prononcé. Et ça prend un temps fou. 3 fois, 5 fois plus qu'à Paris, par exemple. Tout ça est très concret. Donc et on 5 millions, les 5 millions alloués, c'est insuffisant, c'est ça votre critique, mais c'est bien d'en parler. Non, mais voilà, c'est bien d'en parler. Et de ce point de vue-là, on voit qu'il y a des effets d'annonce qui, je comprends la déception terrible de beaucoup d'associations qu'il faut saluer, qu'elles font un travail tout à fait important. Mini-remaniement ministériel, Jean-Paul Delevoye entre au gouvernement pour porter la réforme qu'il prépare depuis 18 mois, la réforme des retraites. C'est la bonne personne au bon endroit ? Pour faire le sale boulot, sans doute, c'est celui qui le mène depuis longtemps. Pardon de cette expression un peu dure, mais c'est un recul social dont on nous parle. Ce dont il s'agit, quel que soit après, qu'on parle de l'âge pivot, que ce soit le nombre d'années de cotisation, ce que veut faire ce gouvernement, c'est amener à ce que les gens doivent soit travailler plus longtemps, plus vieux, soit n'ayant pas le nombre d'années pour pouvoir avoir une retraite complète, c'est le développement d'un business, des assurances privées qui va venir compléter votre retraite qui est insuffisante. Donc c'est un recul social, c'est une vieille bataille. Vous savez, le camp l'émancipation, le mouvement ouvrier a toujours porté le droit à la retraite à 60 ans, le fait qu'on puisse bénéficier d'un temps après le temps de travail. Je rappelle qu'en France, l'âge moyen, hommes-femmes confondus, en bonne santé, c'est 63,6 ans. Et ce qui nous est proposé, c'est du 64, 65, voire plus, qui pose quand même un problème de gens qui vont partir à la retraite avec une santé, voilà. Dans la 5e ou 6e puissance mondiale, à l'heure où il y a tant de profits qui sont donnés à des actionnaires, on peut imaginer un autre système pour défendre notre système de retraite, plutôt que de dire aux gens, travaillez plus vieux en étant fatigués. Si vous arriviez au pouvoir, vous réduiriez l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Oui, je suis en train, oui, bien sûr. Vous l'abaisseriez. Bien sûr, mais parce que, je le répète, c'est un projet de société. On peut le faire. Écoutez, on peut quand même lister des terrains sur lesquels beaucoup de profits qui sont réalisés dans les entreprises grâce au travail des salariés sont reversés aux actionnaires et ne sont pas remis, à l'inverse, dans des systèmes de solidarité. Laurent Berger de la CFDT disait lundi à ce micro qu'il faut une réforme des retraites. Elle ne doit pas être financière mais qualitative, disait-il, mais elle est absolument nécessaire pour consolider le système, sinon à un moment le déficit va être creusé et ça ne sera plus financé. Vous pensez que d'une certaine manière il ne faut absolument pas de réforme des retraites, il ne faut rien toucher? Je rappelle qu'actuellement notre système de retraite, il n'est pas en danger financier. À l'heure actuelle, c'est vrai. D'accord, oui, mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a une dramatisation. Non, actuellement le système il est relativement en équilibre. Oui, on dit que dans 3 ans il sera déficitaire. D'accord. Deuxièmement, on peut imaginer d'autres systèmes de financement pour le maintenir. D'accord ? C'est ça la discussion. On peut imaginer une fois de plus que des profits réalisés par l'entreprise, j'évoquais tout à l'heure, vous savez, les banques qui réalisent chaque année 21 milliards de bénéfices, on peut imaginer par exemple que l'argent qui est reversé aux actionnaires, il est peut-être remis dans des systèmes de solidarité. Toute une question de modèle, à quel type de société on veut aller ? Mais je le répète, le fond du problème, il y a des gens qui veulent travailler plus longtemps, mais il y a des gens qui sont cassés au travail. Si vous dites qu'il faut cotiser plus longtemps, comme il y a y compris un chômage, notamment des 55-60 ans, les gens n'auront pas le nombre de trimestres, donc on va avoir des retraités pauvres.
pauvres. Et je ne veux pas d'une société dans laquelle on a des retraités pauvres qui sont obligés de travailler ou qui sont obligés de contracter à des assurances privées. Vous serez dans la rue, vous allez manifester aux côtés de la CGT et de FO qui organise déjà 2 rassemblements fin septembre? Oui, je le ferai. Je penserais bien que tout le monde d'ailleurs se rassemble dans les mêmes rendez-vous et qu'il n'y ait pas... C'est pas tellement unitaire. On verra tout ça, on va en discuter. Mais moi, le rôle qui est le mien, c'est déjà de porter la voix de ceux qui disent on peut imaginer autre chose. Attention, ce gouvernement veut vous faire les poches. Ne vous laissez pas embrouiller par âge pivot, âge de durée de cotisation. Dans les 2 cas, il y a une embrouille et il faut les faire reculer. Franchement, la France, je peux garantir aujourd'hui à ce qu'on ait un accès à la retraite qui reste évidemment autour de 60 ans tel que nous le souhaitons. Alexis Corbière, la privatisation d'ADP, d'Aéroports de Paris, oui. Lancée avant l'été, la procédure pour ouvrir un référendum d'initiative partagée marque le pas. Pas du tout. Vous n'avez obtenu, on donne quelques chiffres, que 15% des signatures 700 000. requises, 700 000 absolument. Il vous en faut encore 4 millions d'ici 6 mois. Oui. Pourquoi ça marche pas? Mais ça marche, attendez, on traverse le mois d'août. Vos audiences n'ont pas baissé pendant le mois d'août, à vous, France Inter? Pourtant, je vous dis pas que ça marche pas. Vous êtes une belle radio. Non, mais on va parler sérieusement. Vous avez bien raison déjà de dire que c'est un problème. Mais il y a un enjeu déjà sur le fond. Cette privatisation est absurde. Elle rapportait chaque année 173 millions à l'État. Pourquoi le donner à un secteur privé qui est une situation de quasi-monopole? On a vu l'exemple avec Vinci, la privatisation des autoroutes, etc. Absurde. Et je vois même que la Cour des comptes qui a dernièrement pointé du doigt l'absurdité de tout ça. Deuxièmement, il y a un enjeu de souveraineté. Enfin, on a pour la première fois dans cette 5e République verrouillée un système que je n'aime pas totalement, le référendum initiative partagée, qui permet, si on rassemble 4,7 millions de signatures d'ici le mois de mars, que le peuple se prononce sur cette chose-là. Mais le gouvernement ne fait pas publicité de cela. Vous savez, il y a un principe qui dit nul n'est censé ignorer la loi, mais les Français ignorent cette loi qui n'a jamais été mise en œuvre. J'ai écrit, y compris à la direction. Non, pas assez. Alors je peux vous assurer que si on compare au grand débat voulu par Emmanuel Macron, ça n'est même choquant à quel point les médias n'ont pas parlé de ce référendum. Donc c'est la faute des médias s'il n'y a pas plus de signatures. Notamment, j'ai écrit. D'ailleurs, j'aimerais bien que la direction me réponde parce que j'ai demandé à ce que, de France Inter notamment de Radio France, j'aimerais bien qu'il y ait un temps d'antenne au moins équivalent au grand débat national. Il y a beaucoup de moyens publics qui ont été mis pour le grand débat national. Je crois que c'est 16 millions d'euros. Il n'y a aucun moyen qui est donné pour faire publicité de ce référendum d'initiative partagée. Ceci dit, je vous remercie d'en parler. Merci Léa Salamé. Non, mais il faut en parler. Et je termine. 700 000, c'est pas mal. Emmanuel Macron avait dit que lui voulait baisser à 1 million de signatures pour actionner le référendum d'initiative partagée. On y est presque. Si Monsieur Macron, si vous m'écoutez, ayez du panache. Si on est à 1 million, vous pouvez actionner le référendum. Mais là, ça peut être l'occasion. Pourquoi aller à 4,7 millions, vu que M. Macron dit qu'il veut modifier 1 million? Ok, vous négociez. Comment va Jean-Luc Mélenchon? En pleine forme. Il vous salue, d'ailleurs, sans doute. Il n'était pas aux universités d'été de la France Insoumise. On est le 4 septembre, mais il n'est toujours pas là. La tentation de l'Amérique latine n'est-elle pas trop forte? Est-ce que vous êtes sûr qu'il va rentrer ou qu'il va rester là-bas? Bon, non, alors, plus sérieusement, je vous remercie de prendre soin de vous inquiéter pour lui. Non, il était à une tâche, et vous le savez. Il a notamment fait une tournée en Amérique latine. Il a rencontré le président du Mexique. L'Amérique latine, c'est intéressant comme continent ravagé par des politiques libérales. Il y a des expériences politiques dans beaucoup de pays qui sont intéressantes. Et notamment, il est allé et il va rencontrer le 5 septembre l'ancien président Lula, actuellement mis en prison par l'infâme Bolsonaro. Je le dis comme ça parce que le juge qui a mené l'enquête à charge contre Lula est aujourd'hui membre du gouvernement de Bolsonaro. Et le devoir de solidarité que nous avons, c'est d'aller le voir, de le saluer, de lui apporter notre affection. Il a été déplacé de sa prison. Actuellement, son intégrité physique est en danger. Je rappelle quand même que son frère est mort. Il n'a même pas pu aller à l'enterrement. Il a eu quelques heures pour pouvoir ne serait-ce qu'assister à l'enterrement de son petit-neveu qui était décédé. Les conditions de détention sont terribles. Faut-il pour autant se comparer la situation de Jean-Luc Mélenchon à celle de Lula? Vous décrivez les conditions terribles. Jean-Luc Mélenchon a tweeté quelque chose il y a 2-3 jours. Il s'est comparé à Cristina Kirchner, l'ancienne présidente argentine, qui serait victime d'une instrumentalisation politique. Et il a tweeté ça, je cite, pour l'abattre. Le système tente la même méthode qui a conduit Lula en prison, Correa à l'exil et nous en procès à Bobigny. Le lawfare, sérieusement, la situation de Jean-Luc Mélenchon est comparable à celle de Lula? Dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore été président de la République, à partir de 2022, on verra après. C'est pas totalement comparable. Mais sérieusement, mais arrêtez ce que nous sommes en train de dire. Il y a dans certains pays une utilisation de la justice pour faire taire les opposants. Ça va prendre des formes très radicales dans les pays que vous voulez dévoquer. Absolument, et ça a été prouvé dans le cas de Lula qu'il y a eu complot. Est-ce que là, il y a complot contre Jean-Luc Mélenchon? Il y a une instrumentalisation de la justice contre nous. Oui, je pense. Une disproportion, notamment dans la nature de la perquisition. On en reparlera. Vous savez que le 19 et 20 septembre, nous passons au procès. Nous y allons. On ne fait pas jouer l'immunité parlementaire. On va tout expliquer. La manière disproportionnée, mais évidemment, qui sera là. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, mais pas en dessous non plus. J'aimerais par exemple que vous savez la convocation à ce procès, que ce soit pas via la presse, mais par une vraie convocation que par exemple je n'ai pas reçue, pour vous dire comment les choses se passent bien dans ce pays.
N'est-ce pas? Mais il n'y a pas de problème. Jean-Luc Mélenchon va bien et il revient bientôt en France. Merci Alexis Corbière, belle journée à vous. Vous aussi, Léa. Merci.